RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Laure Lavalette, porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée et députée du Var. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer cette interview par ce qui pourrait apparaître comme un fait divers, qui en est un d'ailleurs, mais qui est peut-être plus que cela, un homme de 87 ans qui s'occupait de son épouse malade d'un cancer en phase terminale, l'a tuée en l'étranglant pour abréger ses souffrances. Alors cette histoire dramatique pose une nouvelle fois la question de la fin de vie. Le Rassemblement national est-il favorable à un projet de loi qui va plus loin que le projet de loi Leonetti sur le non-acharnement thérapeutique ? C'est vrai que là, vous touchez à l'intime des familles, à ces familles qui ont à faire face à des fins de vie qui sont très difficiles. Et le Rassemblement national est pour justement aller jusqu'au bout de la loi Leonetti-Claes de 2016, qui n'est, on ne pense pas, appliquée suffisamment dans son ensemble. Oui, mais elle n'aide pas à mourir. Elle aide à mourir. Vous avez aussi une façon de choisir votre mort, qui est la sédation profonde et prolongée. Oui, mais vous savez bien que les médecins ne le font pas. Je pense que pourquoi les médecins ne le font pas aussi ? Parce qu'on a un gros problème de soins palliatifs. Il n'y a que pratiquement un tiers des personnes qui devraient être en soins palliatifs qui peuvent en bénéficier. Il y a 100 000 patients sur les 320 000. Oui. Donc nous voulons mettre le paquet. Pas de loi en plus. Nous voulons mettre le paquet sur les soins palliatifs. Il faut évidemment que, où que vous soyez, dans quelque département que vous soyez, vous ayez la possibilité de ne pas souffrir, parce qu'en fait la vraie question elle est là. Quand vous interrogez les familles, globalement vous voulez mourir parce que votre souffrance est insupportable, et une fois que la souffrance est prise en charge, globalement on a moins envie de mourir, voire on n'a plus envie de mourir. Et j'écoutais Jean Leonetti, qui était quand même à l'origine de cette loi, dire une autre loi, on n'irait pas plus loin, on irait ailleurs. Et ça pose une vraie question sur le ailleurs. Je veux dire que si vous prenez par exemple le modèle belge, qui fait un peu froid dans le dos, quand vous voyez que depuis 2016, des enfants finissent par demander ce suicide assisté et sont euthanasiés. Ça pose une vraie question, encore une fois. Il faut prendre en charge, évidemment, la souffrance. C'est pas possible qu'en 2023, en France, on souffre avant de mourir. Mais je pense vraiment, vous savez, avec les directives anticipées, il y a des processus dans cette loi qui doivent être mis en place et qui ne sont pas mis en place. Donc, au Rassemblement national, on est vraiment pour le développement des soins palliatifs. Où que vous soyez en France, vous devriez pouvoir, évidemment, être dans ces... Oui, mais les soins palliatifs, une fois de plus, ça vous aide à mourir, mais ça ne vous fait pas mourir. Non, oui. Quand vous souffrez, ça vous aide à mourir, ça soulage votre souffrance et ça vous aide à mourir. Et puis ça pose une autre question. C'est un accompagnement. Parce que vous dites que les personnes qui sont vraiment en fin de vie et qui n'ont pas envie d'affronter, on peut évidemment les comprendre, la terrible souffrance à laquelle ils risquent d'être exposés. Mais il y a des cas où certaines personnes ne veulent pas, surtout l'idée de la déchéance, de la décrépitude, et décident des fois au début d'une maladie dont ils savent qu'elle est incurable, décident qu'ils veulent en finir sans passer par cette étape. Est-ce que ça, on peut l'entendre ? Est-ce qu'on peut l'entendre et est-ce qu'on peut le respecter ? D'interdisait, en démocratie, on ne donne pas la mort. Et c'est une vraie question de savoir si notamment les médecins, en notamment principe, les médecins, c'est un exactement. serment. Ça veut dire, est-ce que la main qui guérit doit être celle qui donne la mort ? Encore une fois, moi je pense que quand la souffrance, ce que vous dites, les gens ne veulent pas forcément affronter. En fait, ils veulent surtout pas souffrir. Et il y a d'ailleurs des enquêtes aux États-Unis assez intéressantes, vous savez, où ils ont le droit d'avoir la pilule qui vous fait mourir. Et finalement, on se rend compte que très peu de gens qui sont allés chercher leur pilule, finalement, se donnent véritablement la mort. Parce que ça n'est pas si simple. Là, on en parle, nous, froidement, sur un plateau, mais ça touche à l'intime et quand même aussi à la dimension quasi sacrée, j'allais dire, du corps et de la vie. Moi, je pense que ça pose une vraie question. Encore une fois, j'invite les gens qui nous écoutent à réécouter Jean Leonetti et Monsieur Claes pour voir à quel point cette loi, si elle était vraiment poussée jusqu'au bout et véritablement appliquée, nous n'aurions pas besoin d'une autre loi. Alors, on va changer de sujet. On parle de sécurité, puisque hier, Emmanuel Macron a dévoilé les sites d'implantation de 238 brigades de gendarmerie mobile. Une promesse qu'il avait faite pendant sa campagne présidentielle en 2022 à Nice. Donc, les premières seront installées dès novembre et leur création doit s'étaler jusqu'en 2027. Est-ce, selon vous, une bonne réponse à l'insécurité ?
Bon, déjà, c'est assez drôle parce que d'une annonce, ils en font 30. Parce que vous avez bien vu, il est allé 30 fois sur des plateaux. Ça fait 30 fois qu'on a l'impression qu'il réinstalle 200 brigades. On voit bien que voilà, ça peine un peu à démarrer. Je vous rappelle que 500 brigades avaient été supprimées. Donc 200, c'est bien, mais il en manque toujours 300. Après, on va évidemment se réjouir. C'est toujours bien de remettre des gendarmes, parce qu'on a évidemment besoin, dans l'état du pays, voilà, un peu d'ensauvagement. Il y a quand même une agression gratuite toutes les 44 secondes en France. Donc il est évident que nous avons besoin de réarmer, de mettre des bleus, j'allais dire. Du bleu, ouais. Exactement, partout. Néanmoins, encore une fois, il ne faut pas que ce soit un effet d'annonce et qu'on s'arrête là. Si vous ne reprenez pas en main votre politique migratoire et une fermeté en matière judiciaire, ça va servir à rien. Il faudrait que ce soit, vous voyez, c'est un faisceau. Est-ce que vous liez l'ensauvagement à l'immigration? C'est pas moi qui fais, vous savez, c'est le réel qui se rattrape à vous. Non, mais voilà, par exemple, de manière très décomplexée, je vais vous donner ensauvagement égale immigration. Souvent, quand même, on voit bien qu'il y a une surreprésentation de la population immigrée dans les actes de délinquance. Je prends un exemple simple. Le parquet de Paris, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs d'origine étrangère. Donc, c'est pas moi qui fais le lien. Les Français le font très bien. Et je pense que tant qu'on ne nomme pas et tant qu'on ne va pas s'attaquer à la racine, j'allais dire, il pourra mettre autant de bleus et de gendarmes qu'il veut. Ça ne change rien. Puis vous savez, il ne faut pas croire que d'un coup, vous allez avoir des gendarmes partout. Souvent, c'est une estafette de plus dans un village. Alors, bien sûr, c'est bien. Je pense que ça n'est pas suffisant. Il faut absolument... Mais vous ne voyez pas dans ces annonces la volonté du président de la République de prendre vraiment cette question de la sécurité à bras-le-corps? Oui, enfin, vous êtes gentil. Il est temps quand même. Je vous rappelle que on en est à 6e année du mandat d'Emmanuel Macron. Si à côté de ça, vous ne revenez pas sur les peines planchées, si vous ne revenez pas sur les remises de peine, si vous n'avez pas une fermeté, il faut donc ça n'est pas un virage pour vous? Non, c'est pas un virage. C'était plus que nécessaire. Donc évidemment, on se réjouit de ce qui se passe parce que c'est bien. Il n'empêche que ça reste peanuts, j'allais dire, si ça n'est pas couplé à des vraies mesures. Il faut arrêter évidemment l'immigration massive incontrôlée telle que les Français la subissent. Et je vous dis, il faut un tournant aussi en matière judiciaire. Je pense que c'est important. Il faut que les voyous aient la triple certitude d'être arrêtés, d'être condamnés, que cette peine soit appliquée. Alors bien sûr que de mettre des gendarmes sur le terrain, ça va déjà permettre de constater évidemment les délits, mais ça ne suffit pas. Vous savez, ce gouvernement s'auto-congratule des résultats. Enfin, encore une fois, 500 cambriolages par jour, et je ne parle que des domiciles privés, je ne parle pas des mairies, par exemple, qui peuvent subir aussi des assauts. Une agression gratuite, je vous le disais, toutes les 44 secondes, 11% d'augmentation des homicides. Enfin, effectivement, cet ensauvagement, on ne va pas en venir à bout simplement en mettant une estafette de plus dans les villages, même si, je le rappelle, dans la mesure où plus aucun village ni ville moyenne n'est épargné, il est important que les services publics aillent jusque-là. Alors l'insécurité, c'est souvent aussi lié à la drogue, au trafic de drogue, et on voit dans certains quartiers, la police n'arrive pas à en venir à bout. Comment vous expliquez, vous, cette impuissance? Est-ce que c'est un problème de moyens ou est-ce un problème de volonté? Pourquoi les trafics de drogue ne sont pas démantelés, notamment dans les quartiers? Ça, c'est une vraie question. J'ai eu la chance de tourner avec les policiers de ma circonscription il n'y a pas longtemps, et on a 2 cités un peu sensibles, entre Pontcarral et La Beaucaire, et j'ai bien vu que quand ils mettaient le paquet sur une des 2 cités, le trafic de drogue se déplaçait évidemment d'un autre côté, mais j'ai aussi vu toute la bonne volonté de ces policiers, et même du numéro 1 de la police à Toulon, avec qui que je voyais encore la semaine dernière. Donc de la volonté, je pense qu'il y en a quand même. Alors les moyens, c'est toujours très difficile. Je pense à Louis Alliot, par exemple, qui a eu des initiatives heureuses, à mon avis, de murer les points de deal, comme ça se fait, par exemple, je sais, en Israël, où quand il y a un gros point de deal, on mure. Alors, certes, ça se déplace, mais enfin, quand vous murez systématiquement, à force de se déplacer, ça devient compliqué. Les policiers le disent, il faut harceler les points de deal. Et il faut faire en sorte que, quand vous êtes attrapé, parce que c'est vous qui faites le chouf, comme on dit vulgairement, il faut savoir que vous allez prendre une peine qui va être importante. Parce que tout ça, je sais que typiquement, dans une des cités, ils n'arrivaient pas à recruter des gens qui faisaient le chouf et qui attendait de voir si les policiers arrivent. Le chouf, c'est la surveillance. La surveillance, voilà, je cherchais. Et puis, je pense qu'il va falloir évidemment taper plus fort chez les consommateurs qui, bien sûr, entretiennent, voilà. Et ne serait-ce que des débats comme la dépénalisation ou pas, par exemple, du cannabis, ça jette un espèce de discrédit et de petite musique comme quoi la drogue, ça se passe pas si... En Suède, la guerre des gangs sur fond de trafic de drogue, là aussi, a atteint un niveau de violence inédit, c'est ce que disent les autorités suédoises elles-mêmes. 12 morts pour le seul mois de septembre, dont plusieurs victimes collatérales d'ailleurs. La situation est telle que le Premier ministre a évoqué l'idée de recourir à l'armée pour rétablir la sécurité dans certains quartiers. Est-ce que vous pensez que c'est une solution
à laquelle la France pourrait recourir aussi? Non, je pense qu'en France, quand on envoie l'armée, c'est pour tirer. Et j'imagine bien qu'il y a d'autres solutions. Et encore une fois, je vous dis, il faut qu'il y ait cette fermeté et cette triple peine. Et il faut aussi qu'il y ait une accélération de la justice. Il faut que quand vous êtes attrapé la main dans le sac, il faut que très vite, vous puissiez être condamné. Donc non, je pense que l'armée a d'autres missions et que je fais tout à fait confiance dans les forces de police et de gendarmerie. Néanmoins, voilà, je pense qu'il faut leur donner des moyens, mais j'allais dire des moyens judiciaires, encore une fois, pour qu'ils puissent faire leur travail comme il faut dans les banlieues. Je rappelle parce que c'est quand même là qu'il y a le plus de trafic de drogue, ils font leur travail dans les conditions. Mais qui se déplacent aussi de plus en plus vers des villes moyennes. Mais bien sûr, et je vais vous dire, typiquement, Toulon devient un peu la banlieue de Marseille. Et moi, j'ai vu aussi des règlements de compte et des dommages collatéraux sur ma circonscription. Donc, bien sûr, nul n'est à l'abri. Encore une fois, il faut qu'ils sachent qu'ils soient attrapés, punis et qu'ils purgent leur peine, bien évidemment. Et de même que les consommateurs, quand vous avez de l'argent pour acheter votre boulette de shit, globalement, vous avez l'argent pour payer votre amende. Donc là aussi, je pense qu'il faut peut-être réfléchir à une augmentation, peut-être, des amendes, mais de voir que tous ceux qui consomment alimentent, évidemment, ce trafic de drogue. La semaine dernière, Emmanuel Macron a présenté sa planification écologique. Alors, on reproche beaucoup à votre parti, au Rassemblement national, de ne pas être forcément à la pointe du combat et de s'intéresser à la question écologique. Et dans le fond, vous vous situez où, vous, entre les écolos qui, pour la plupart, sont partisans de la décroissance et les climato-sceptiques? Il y en a quelques-uns chez vous, puis en tout cas, il y a un député... Ah, qu'il y en ait chez moi. Ah bah si, il y a un député de votre groupe qui avait déclaré sur France Inter, il y a un mois, que les experts du GIEC avaient tendance à exagérer. Pour bien connaître Thomas Ménager depuis longtemps, je vous assure qu'il n'est pas climato-sceptique. Il a dit, nous ne pouvons pas nous baser sur les données du GIEC qui ont parfois tendance à exagérer. Il a dit pas uniquement sur les données. Encore une fois, je connais Thomas Ménager, il n'est pas climato-sceptique. Et vous voyez, moi, je peux presque être décroissante, parce que quand vous passez un pull au plus petit de votre fratrie, quelque part, c'est de la décroissance. Nous, on pense au Rassemblement national, et je pense que c'est exactement la bonne position, c'est que le problème, c'est notre modèle économique. Et je pense que votre pull a été produit loin d'ici, à moins qu'il ait été produit en France, et ce serait vraiment extraordinaire. Et je pense que c'est ce modèle-là qui nous fait acheter très loin cette société de consommation où les choses ne sont pas produites en France. Ça pose une vraie question. 50% des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, viennent de l'importation. Donc il faut revoir ce modèle économique. Pour ça, il faut produire en France. Et souvenez-vous, c'était Montebourg et ses marinières. On n'a pas inventé non plus. Mais ça, c'est du bon sens. Oui, mais non, mais c'est pas un petit, c'est déjà 50% des importations. Si non, vous mais d'accord, arrivez, mais c'est une petite part de la pollution, enfin de la. Non, c'est 50% des gaz à effet de serre, les importations. Donc c'est surtout pas une petite part. Et je pense que c'est ce modèle économique. Mais en revanche, ce qui est importable est peut-être relatif. Enfin, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas importer. Il y a beaucoup de choses. Énormément. Il y a beaucoup de choses qu'on peut produire. Oui, mais beaucoup qu'on ne peut pas importer. Là, on est dans un état de désertification. Mais enfin, on ne produit pas de télévision, on ne produit pas de portable, on ne produit pas d'ordinateur. Bien sûr qu'il faut s'y mettre, mais il faut évidemment relocaliser et puis penser au traitement des déchets. Parce que quand même, quand vous achetez un bien à 20 000 km, que vous savez que vous allez l'utiliser et qu'après il va être retraité encore à 20 000 km, ça pose une vraie question quand même. Donc on n'est pas du tout pour une écologie punitive. Les Français, on en soupé, je pense, des affres et des exagérations mais par des exemple, écolos. Quand Emmanuel Macron opère une sorte de bascule lorsqu'il ne veut pas, en dehors du chèque de 100 € sur le prix de l'essence, on voit bien qu'ils préfèrent mettre de l'argent sur la transition écologique. Et vous dites non, il faut supprimer la TVA. Donc, continuons avec la bagnole. Pas du tout, il y a quand même encore, il y a encore deux lignes de lecture. Je vous rappelle que qui prônait le nucléaire, qui est une énergie propre, décarbonée, sûre, qui nous rend souverains, c'est bien le Rassemblement national. Je vous rappelle que Emmanuel Macron s'est fait élire au premier quinquennat en disant qu'ils allaient arrêter le nucléaire. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. On en paye aujourd'hui les pots cassés. Ils ont fermé Fessenheim, ne l'oublions jamais. Enfin, c'était une décision qui avait été prise sous François Hollande. Recevoir des leçons, si vous voulez, d'écologie par un gouvernement qui a réouvert Saint-Avold et une usine à charbon, une centrale à charbon. Pour faire face à la fermeture de toutes les centrales qui étaient en maintenance. Il n'empêche que baisser la TVA, ça avait cet intérêt-là.
évidemment, l'essence étant un bien de première nécessité, ça nous paraissait intéressant et c'était structurel. Vous parliez du chèque tout à l'heure. Le Rassemblement national s'oppose à ces politiques, j'allais dire, de saupoudrage et de chèque. On en est quand même à 85 milliards de boucliers énergétiques, alors que nous, on avait chiffré cette mesure à peu près à 12-13 milliards par an. Je peux vous assurer que c'était pérenne et structurel parce qu'effectivement, le problème est structurel. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du Haut-Karabakh. Une mission de l'ONU est arrivée dimanche dans le Haut-Karabakh avec pour mission principale d'évaluer les besoins humanitaires. Plus de 80% des Arméniens qui vivaient dans cette enclave ont déjà fui. C'était 120 000, à peu près 100 000 sont partis, fuient vers l'Arménie depuis l'offensive éclair donc, de l'Azerbaïdjan le 19 septembre. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est aujourd'hui même sur place pour réaffirmer le soutien de la France. Au-delà des mots, que faut-il faire ? Enfin, réaffirmer aujourd'hui le soutien de la France, c'est aussi ce qu'a fait Elisabeth Borne tout à l'heure aux questions au gouvernement. Excusez-moi, ils sont déjà pratiquement tous partis, donc c'était avant quand même qu'il fallait peut-être montrer les gros bras. Jordan Bardella, en octobre, devant la Commission européenne, a posé cette question en disant finalement qu'est-ce qui a plus de prix ? Est-ce que c'est la vie des Arméniens ou est-ce que c'est le gaz azéri ? Cette question, il fallait la poser. Je pense que Ursula von der Leyen a répondu dans la mesure où, dans le même temps, elle signait un contrat où elle doublait les importations de ce gaz azéri. Donc on peut pas, je veux dire, il y a une espèce de schizophrénie entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ce qui pose un vrai problème. Moi, je pense que cette civilisation, quand même, qui est l'Arménie, berceau aussi de notre civilisation, se meurt et que l'Europe a regardé ailleurs. Et que maintenant, ils pleurent sur le lait renversé, alors qu'il me semble malheureusement que c'est trop tard. Et franchement, l'indifférence totale de la France et de l'Europe envers ces exactions qui sont épouvantables. Hein. Je veux dire, ça a touché les enfants, les vieillards, les civils, les militaires. Enfin, je veux dire, c'est une épuration ethnique qui s'est déroulée sans à bas bruit, alors que pour le coup, la Commission européenne, quand même, de temps en temps, sait porter le verbe haut quand elle pense que tel ou tel peuple est oppressé. Donc je trouve quand même qu'il y a une indignation à géométrie variable et à titre personnel, ça me fait beaucoup de peine. Le parquet de Paris a requis, on change de tout autre sujet, le parquet de Paris a requis un procès pour le Rassemblement national et 27 personnes liées au parti, parmi lesquelles Marine Le Pen et son père, soupçonnées d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016, dans ce qu'on appelle l'affaire des assistants parlementaires. Alors le procès pourrait avoir lieu en 2025. Est-ce que il est possible que Marine Le Pen 30 secondes pour répondre. Inéligible? Donc, est-ce que c'est un scénario quand même un gag, imaginez? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu d'échéance électorale, vous avez vu ce procès éventuel est revenu. Voilà, je pense que tous les gens qui avaient à s'expliquer l'ont fait. Il n'y a absolument rien derrière. C'est un procès politique qui a été fait par Martin Schulz, qui était président du Parlement européen. Puis moi, je vais vous dire, sur ma circonscription, personne au grand jamais ne m'a parlé de l'histoire des assistants parlementaires. C'est un procès politique. Marine Le Pen inéligible. Pas du tout inquiète. Et encore une fois, je pense que c'est une cabale politique, mais les Français ont bien compris ce stratagème. Merci Laure Lavalette. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe technique.